Waouh! Coucou les petits angoissés! On se retrouve pour de nouvelles histoires courtes. C'est parti! L'administration indienne est-elle, comme on le prétend parfois, la plus lente et labyrinthique du monde? Le calvaire enduré par Mrinal Singh, un paysan du Kerala, nous encourage à penser que oui. Jugez-en plutôt. En 1951, alors qu'il est âgé de 22 ans, la police l'arrête et le jette en prison, l'accusant d'être coupable de coups et blessures. Comme Sring nie farouchement les faits, un juge l'expédie dans un hôpital psychiatrique. Il y croupit pendant 16 ans. En 1967, les médecins, qui n'ont détecté aucune anomalie dans son comportement, le relâchent afin que la justice puisse suivre son cours. Cependant, faute de procès-verbal et de dossier à instruire, le détenu est renvoyé à l'asile, où il trompe 30 nouvelles années d'ennui en soignant les massifs de fleurs qui embellissent l'établissement. En 2005, le cas du malheureux attire enfin l'attention d'un inspecteur de la Commission nationale indienne des droits de l'homme. Sring est remis en liberté à la condition expresse qu'il s'acquitte d'une caution de 2 centimes d'euros, puisqu'au regard de la loi, il est toujours inculpé. Un an plus tard, la Cour suprême annule l'accusation sous la pression d'une campagne de presse. Sring reçoit 6 000 euros en compensation des 54 ans passés en détention et 20 euros de pension mensuelle. Ayant regagné son village et retrouvé des petits-neveux, l'ex-détenu coule aujourd'hui des jours heureux et ne semble pas tenir rigueur aux policiers d'avoir brisé sa vie. À la lumière de cette histoire, aurons-nous encore le cœur de nous plaindre des pesanteurs de nos services administratifs? Allez, c'est parti pour la deuxième histoire. Le service des renseignements électroniques du Royaume-Uni teste depuis quelques années les techniques biométriques en vue d'une éventuelle utilisation dans les domaines civils et militaires. Car si nos empreintes digitales et notre signature ADN sont uniques, nombre d'autres critères anatomiques et biologiques nous individualisent également sans risque d'erreur. La reconnaissance faciale et vocale, l'iridologie, la géométrie palmaire et digitale, l'analyse de notre démarche, l'examen de la forme des oreilles, la résonance crânienne seront demain capables d'identifier terroristes et criminels. Parmi ces nouvelles techniques, l'étude des odeurs corporelles semble la plus prometteuse. En effet, nous dégageons tout un fumé spécifique ayant sa propre formule chimique. Ces effluves proviennent des bactéries de la peau et des phéromones, ces substances que nous émettons pour signaler notre présence à nos congénères. Selon les experts, il existe plusieurs méthodes de capture olfactive. La plus pratique consiste à placer la paume de la main du sujet sur un capteur qui enregistre son odeur et la décompose en un algorithme complexe qui peut être porté ensuite sur un passeport ou sur une carte de crédit. Et les déodorants les plus agressifs s'avèrent incapables de masquer cette empreinte puisqu'elle nous est consubstantielle. Ainsi peut-on imaginer que, bien que gantés et cagoulés, les malfrats du futur n'échapperont plus aux limiers des services scientifiques. D'autant qu'en proie à leur peur, à l'excitation ou à l'avidité, ils auront laissé derrière eux un abondant fumet compromettant. Allez, on entame la troisième histoire. Alors que l'on s'apprête à célébrer tristement le centenaire du naufrage du Titanic, les questions récurrentes sur les causes de la catastrophe hantent toujours les esprits. Une petite clé, mise en vente aux enchères en 2007, a relancé la polémique. Cette clé permettait d'ouvrir le coffre refermant la paire de jumelles du poste de vigie. Un instrument indispensable pour détecter les obstacles qui menacent le navire. Le sonar n'existait pas en 1912. Confiée au bon soin de David Blair, le deuxième officier de pont, la clé devait impérativement se trouver à bord lors du voyage inaugural. Or, la veille du départ, la White Star Line préféra remplacer Blair par Charles Ligoter, un officier plus aguerri. Dans la précipitation, Blair oublia de lui remettre la petite clé. Privés de la paire de jumelles, les hommes de quart du Titanic avaient été incapables de détecter l'iceberg à temps pour faire une manœuvre d'évitement. Lors de l'enquête officielle, Fred Fleet, l'un des veilleurs qui survécut à la tragédie, confirma le fait. Charles Ligoter, l'officier remplaçant, figura au nombre des 1522 victimes. Quelques années plus tard, David Blair obtint la médaille de la bravoure pour s'être jeté à l'eau au beau milieu de l'Atlantique afin de secourir un homme d'équipage. Puis il légua la clé à sa fille, qui en fit don à la Société des gens de mer britannique. En 2008, pour payer les frais de sa maison de retraite,
Milvina Dean, âgée de 97 ans, et la dernière survivante du naufrage, avait mis aux enchères la valise de vêtements que sa famille avait reçue d'une association caritative américaine. Allez, c'est parti pour la 4e et dernière histoire. Constatant qu'en dehors des téléphones portables et des consoles de jeu, seul le football parvenait encore à accaparer l'attention de ses élèves, Lucy Tandon, responsable de l'enseignement scientifique dans un collège de Londres, a décidé de faire table rase des vieilles méthodes pédagogiques. Dorénavant, l'étude des sciences sera exclusivement transmise par le football. Ainsi, les élèves visionneront-ils des vidéos de matchs pour comprendre les lois de l'aérodynamique, lorsque, par exemple, Dennis Bergkamp marque un but spectaculaire. Puis, ils se rendront sur la pelouse du stade de l'Arsenal pour étudier le processus de la photosynthèse. Autre expérience prévue au programme, la forme des chaussures influe-t-elle sur la vitesse de la trajectoire du ballon, quand Thierry Henry tire un pénalty? Comment fonctionne le corps humain à un effort intense? Que doit consommer un attaquant avant un match pour bien assimiler les sucres lents? Quel produit chimique contient la lessive utilisée pour laver les maillots des joueurs? Quelques esprits chagrins sont rétifs à soutenir l'innovation. C'est encore un gadget à la New Labour, a ronchonné un ancien inspecteur de l'enseignement. D'autres pédagogues l'ont encouragé sans réserve, puisque des grands joueurs sont des modèles positifs pour la jeunesse. Lorsque la curiosité des collégiens anglais aura été suffisamment stimulée par l'expérience, oseront-ils demander à leurs profs de sciences pourquoi ils ne gagnent que 43 640 livres par an, moins que ce que certains footballeurs empochent en une semaine? Voilà, c'est la fin de ces petites histoires courtes. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt les petits angoissés!